Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2026, il est 8 heures. Comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Alors aujourd'hui, à la veille de la célébration des 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, notre ami Ahmed Garriga Hassen a choisi ce matin de revenir sur ce chef-d'œuvre, sur cette prose monumentale de 1001 vers, si je vous le dis. Vous l'avez compris, il s'agit de l'Iliade qui a été écrite par le poète de la Révolution, Mufti Zakaria. Donc nous allons revenir sur ce chef-d'œuvre poétique. Également, ce matin, nous allons revenir sur la célébration de l'indépendance le 5 juillet 1962 à travers le cinéma, à travers le documentaire, puisqu'un réalisateur qui a consacré nombreuses années de sa carrière justement à transcrire l'histoire à travers l'image, à travers le documentaire. Également, place à l'art, place à la culture, la musique particulièrement, nous reviendrons sur le parcours d'un chef d'orchestre, un parcours quand même qui a un peu plus de 50 ans donc de carrière dans la musique. Amina Zeri sera parmi nous comme chaque samedi. Cette fois-ci, elle va revenir sur l'artisanat. Un artisan sera parmi nous. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale et cette fois-ci, ce sera une chanson patriotique qu'on vous propose et on se retrouve juste après. يفوق المشاعر كزهو الرؤى إنما يا جزائر يكحل عينيك تاريخ مجد وينثر دون هواك المشاعر أحبك 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 والله يشهد أني بحبك يا جنة لا أكابر أفاخر كل الدنا بانتسابي لشعب أبي عزيز وثائر لجيش أذل العدا ما تنام عن النور غاز صافح غادر يعبق تحريره في جلال بمسك الكرامة مثل الكواسر يعبق تحريره في جلال بمسك الكرامة مثل الكواسر بمسك الكرامة مثل الكواسر عروبته بانتماء شريف الوصول فسل عبد قادر بمازغة تصفو الحكاية فخرا وللمجد ترقى بحفل الأواصر هما سيف عز يحارب مسخا بإسلامه بارقا في المقابر ينافح عن ثورة كم تجلت بعزم الرجال وصبر الحرائر
تجلت بعزم الرجال وصبر الحرائر فحبي جزائرنا يا إلهي فصنع وخلت قصيدا للشاعر أحبك حبا يفوق المشاعر كزهو الربا إننا يا جزائر أكحل عينيك تاريخ مجد. Et cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser à cette prose monumentale, à ce chef-d'œuvre poétique, l'Iliade de l'Algérie, qui a été donc rédigé par le poète de la Révolution, Mofdi Zakaria. Et c'est Ahmed Garriga Hassen qui s'y intéresse, et ce sera juste après cela. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Ahmed? Ça se passe bien? Alhamdoulilah, belle semaine. Très belle semaine. Très belle semaine. C'est l'été, Oui. maintenant c'est l'indépendance. C'est l'indépendance, effectivement, de belles festivités autour de l'indépendance. Plus on 64e vieillit, année. plus on l'apprécie. Oui, effectivement. Plus on Effectivement. vieillit, plus on Je pense que plus qu'on vieillit, comme tu le dis si bien, on comprend mieux probablement Exactement, les enjeux, l'importance, les enjeux et la chance dans laquelle nous sommes en train de vivre maintenant. Exactement. Effectivement. Et aujourd'hui, donc, tu as choisi de faire une halte. Exactement. Donc, vraiment, de t'arrêter sur l'Iliade, Exactement. n'est-ce pas? Alors, habituellement, on s'arrête sur l'hymne national, Exactement. n'est-ce pas? Mais Mais- l'Iliade, pourquoi ce choix, déjà? Je ne sais pas, c'est venu comme ça. J'étais là en train de réfléchir sur une personnalité qui puisse... parce qu'on est la veille Oui. Ousmane, De la célébration. de la célébration, on est le 4. Donc je me disais, il fallait quelque chose une personnalité qui puisse... Puis tout d'un coup, c'est venu comme ça, Oui. il y a là, parce que ça a commencé à... J'ai eu l'idée, puis on a dans la tête Oui. la lecture de Mofdi Zakaria, je me C'est suis vrai. dit... Et en plus, l'Iliade a été écrite, rédigée pour le 10e anniversaire du recouvrement de l'indépendance. C'était en 72. Oui. Et l'idée, c'est de Mouloud Qasem l'ancien Oui. ministre. Donc, il a eu l'idée au 9e anniversaire, 10 ans. Donc, il s'est dit que bon, là, c'était le 10e, il fallait préparer quelque chose. Et bien sûr, il a eu l'idée, le Mouloud Qasem, qui serait capable d'une idée telle Oui. que l'Iliada. Donc, il n'y a eu que lui. Et qui peut faire une Iliada? Il n'y avait que Mouloud Mofdi Zakaria. Mofdi Zakaria, Oui, exactement. Allah yarhamou. Et donc, ils ont commencé à travailler pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça, le temps de préparer. Et il le raconte dans l'introduction du livret de l'Iliada. Mouloud Qasem raconte toute l'histoire. Donc, il travaillait la nuit. C'était un travail nocturne parce que Mofdi Zakaria, c'est un nocturne, il Oui. travaille la nuit. Il commence à rédiger quelque chose. Donc, et puis, il a des questions. Il appelle ou bien Mouloud Qasem ou bien Atman Kaa, qui est un historien tunisien à l'époque. Donc, il se consultait. Donc, il y avait des points qu'il fallait inclure. Et voilà comment ça s'est travaillé. Donc, en plein de temps, un travail vraiment intense et puis à la fin, il a eu ce chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre. Donc, et à chaque fois qu'on lit, donc on ne peut pas... On reste pas on se indifférent. lasse jamais. On se On ne lasse peut pas jamais. rester indifférent. Exactement. On le lit toujours d'un regard différent, Exactement. finalement. Avant de venir, donc j'étais dans le bus, je me suis dit, voilà, telle partie est très bien, puis la suivante, elle est merveilleuse. Et il a divisé en 2 parties, Mofdi Zakaria, le Jamal ou le Jalal. Donc, il a vraiment fait de l'Algérie. Personne n'a fait de son pays ce qu'il a fait. Donc déjà, en plus, il a lu plus de la moitié. Donc il a lu 600 vers de 600 et quelques, 680 je crois. Et à la fin, il a fini par 1001 vers. Donc c'est comme ça que ça s'est terminé. Et il est décédé quelques années après, Mofdi Zakaria. Et c'est Mouloud Qasem qui a pris le relais. Donc la diffusion, la rediffusion, la publication. Elle a été publiée pratiquement par tous les ministères. Et jusqu'à présent, donc on a même le CD qui est. On trouve Enseigné aussi à l'école. Exactement. Et en lisant l'Iliada, donc vraiment, c'est des gens qui ont réfléchi en tant que
personnalité algérienne à part entière. Donc c'est un hymne, c'est un poème très équilibré. Il parle de tout positivement et donc il ressort tous les aspects positifs de l'Algérie. Ça, on les a reconnus. Je pense que Oui. Mouloud Qassim avec sa fameuse Gondoura noire Oui. et Moufdi Zakaria, Rabbi yarhamhum. Donc c'était de vrais amis. Donc ils étaient très complices. Et le choix, en plus, on peut faire une lecture, toutes les lectures qu'on veut, donc qu'on peut et qu'on veut et qu'on peut en plus. Parce que si on fait une lecture historique, on a pratiquement toute l'histoire de l'Algérie millénaire, donc il cite Massinissa, Jugurtha, donc tout, donc pratiquement il n'oublie personne. Il y a un moment où il pose la question, pourquoi dit-on Juba 2 du moment que c'est le premier encyclopédiste, un truc comme ça. Donc il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup. Mais en plus, il y a les parties qu'il a consacrées à la France. Moi, j'aimerais jamais être à la place de la France. Donc vraiment, c'est des coups de massue qu'elle reçoit sur la tête. Donc vraiment. Et puis quand il parle de Mokhrani, quand il parle de l'Amir Abdelkader, quand il parle de Torat Oulad Sid Cheikh, il parle et quand il parle vraiment, et quand il arrive à la région de sa naissance, Oued Mizab, donc là vraiment il tarit pas d'éloges, il parle de son père, de sa mère, c'est vraiment, il parle des montagnes, il fait parler tout le monde, Moufdi Zakaria. Ça c'est une lecture un peu historique, un peu, mais quand et on voit aussi le choix des mots, parce que les sons qu'on a en arabe dans les langues, il y a le son qui joue un rôle aussi, donc la séquence des sons qu'on choisit, donc ça pèse, en plus avec sa voix, donc je pense qu'on va peut-être écouter, je ne sais pas si c'est un morceau, je ne sais pas, mais... Un extrait? Oui, on va écouter s'il est prêt. Alors, peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Donc, quand il commence جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات ويا بسمة الرب في خلقه ويا وجه والضاحك القسم. On peut que s'arrêter et écouter et attendre la suite. Et en plus, avec le khmasa, comme on dit, donc avec l'azima, comme ils disent en arabe, شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر. Donc, il y a cette musique, il y a ces voyelles longues qui viennent l'une à la suite de l'autre, qui donnent, et en plus la voix et le chant. C'est quelque chose de vraiment, je ne sais pas comment il l'a fait, ça doit être, je ne sais pas, comme on dit, abqar. Donc les poètes, ils vont à Oued Abqar, c'est la légende dans la péninsule arabique, ils vont à Oued Abqar, et c'est là où ils sont inspirés par les djinns, on dit, mais c'est vraiment... Exceptionnel, oui, effectivement. Ah oui, elle est magnifique. Moi, je me rappelle, lorsque nous étions au primaire, là où on nous a enseigné l'Iliade d'ailleurs, pour nous faire ressentir un petit peu, on était enfants, on comprenait pas très bien. Je me rappelle que notre maîtresse, Madame Bachet, tiens, du moment qu'on en parle, je la salue ce matin, et ben, elle nous a fait écouter un extrait. Et petits que nous étions, le charisme finalement qui se dégageait à travers cette vidéo. On le sent. Et on le sent, petits que nous étions, on était vraiment impressionnés, pas effrayés, mais impressionnés, vraiment impressionnés. Et je pense que ça a été j'ai envie de dire, une belle stratégie pour nous faire apprendre. Bon, bien sûr qu'on n'a pas appris les 1001 vers, mais nous avons quand même appris pas mal de couplets, effectivement. On se lasse jamais, de temps en temps, quand on la met exactement, on réécoute, on est vraiment... Donc, et puis Moufdi Zakaria n'a pas rédigé que l'Iliade. Oui. En fait, le projet l'Iliade, c'est la prose monumentale, c'est le chef-d'œuvre monumental. C'est ce que voulait Mouloud Qassim, Allah yarhamou. C'est Mouloud Qassim, notre cher ministre, Rabbi yarhamou. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait l'hymne des hymnes, donc Nashid al-Anashid. Il voulait faire la collecte de tout, parce que Moufdi Zakaria, il a commencé par Min Jibalina, Qasaman, Fida al-Jazair Ruhi wa Mali, I'sifiya Riyah, Nashid al-Umma, Nashid al-Talaba. Donc, il a fait tous les hymnes de l'Algérie de l'époque. Il était dans le mouvement national, on en a parlé dans la rubrique qu'on lui a consacrée. Donc, Rabbi yarhamou, donc il était. Et Mouloud Qassim voulait sortir de lui vraiment la quintessence de tous ces hymnes, et il a fini par sortir avec cette Iliade. Il fallait juste que donc ce petit l'étincelle pour commencer, et là on est arrivé donc à ce résultat. Et donc il y a deux Iliades dans l'histoire de l'humanité. Il y a l'Iliade de Homère
Oui, et selon exactement. les dires de Mouloud Qasim Al-Rahmou, il dit, mais elle est bourrée de légendes et de Voilà. mythes. Et il y a l'Iliade de Moufdi Zakaria, l'Iliade de l'Algérie, et elle est remplie de vérité. Authentique. Exactement. C'est l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'un peuple. Donc, je ne sais pas si on va... On va l'écouter dans un petit moment. Inch'Allah. On va y revenir dans un petit moment. Donc, en essayant de choisir un morceau, donc, quand je te Ça a disais... été facile? Non, non, pas du tout. J'ai sauté. Oui. Ah oui, cette partie elle est très intéressante. Oui. Quand il parle de Zakkar, quand il parle de l'Atlas, quand il parle de Kouran, quand il parle de Bidjaya, quand il parle de Tlemcen, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je sais pas. Et finalement, le choix a été porté sur? A été porté sur l'une les premières parties quand il dit, donc on a les premières parties qui sont très percutantes. Puis là, فيا أيها الناس هذه بلادي ومعبد حبي وحلم فؤادي وإيمان قلبي وخالص ديني وبمناه في ملتي واعتقادي بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي ومن هام فيك حب الجمال وإن لامه الغشم قال بلادي لأجل بلادي عصرت النجوم وأترعت كأسي وصغت الشوادي وأرسلت شعري يسوق الخطى بساح الفدا يوم نادى المنادي وأوقفت ركب الزمان طويلا أسائله عن ثمود وعاد وعن قصة المجد من عهد نوح وهل إرم هي ذات العماد فأقسم هذا الزمان يمينا وقال الجزائر دون عنادي شعرنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابحه من حنايا الجزائر. Donc je m'excuse, bon, le morceau est assez lent, mais on peut... Assez court pour l'idée. Mais... Très très court. À couper le souffle. Hein. Exactement. Et qui peut faire mieux que Moufdi Zakaria? Vraiment, c'est l'Iliade, c'est l'Iliade. L'Iliada, donc il y a eu Et puis elle a été traduite. Il faut dire qu'elle a été traduite très tôt. Donc déjà pendant les années, je pense 70, ça a été publié par je me rappelle plus. Donc, je me rappelle plus le nom. Elle a été traduite en français. Donc, reste maintenant à la traduire dans les autres langues. Vraiment, c'est... Et là, quand j'ai vu cette photo, donc on voit la Moufdi Zakaria en train de lire. On reconnaît très vite la séquence. Mais la question se pose, où est le manuscrit? Où est le brouillon de Moufdi Zakaria? Les brouillons, exactement. Il faut vraiment retrouver ça et le classer, c'est un patrimoine. Parce que Mouloud Qasim le raconte aussi. Parce qu'à chaque fois qu'il recevait, il disait... quand je recevais le travail, la rédaction d'une des parties, donc il dit
rédigé avec l'écriture, la calligraphie de Moufdi Zakaria, il dit certes elle est meilleure que la mienne, mais elle n'est pas très belle. C'est pas une très belle écriture. Donc tout de suite il envoie un calligraphe qui a écrit de ça. Chaque fois donc c'était un travail continu, donc partie par partie. Donc c'est un travail vraiment qu'ils ont fait un travail magnifique en tandem. Et en 72 tout était prêt. Donc avec Moufdi Zakaria qui a lu donc de lui-même en présence de toutes les délégations qui étaient là, donc tout le monde qui récitait derrière lui, on se souvient, donc à chaque fois on voyait ça à la télévision, donc c'est vraiment, et en fait même les gens, donc même les jeunes, donc quand ils lisent maintenant l'Iliade, quand ils la lisent, ça les pousse à aller aussi parce qu'ils trouvent des noms, ils trouvent Massinissa, ils trouvent Yogurta, ils trouvent des stations historiques, des finalement. stations, et puis il y a des lieux, donc ils parlent de Qalat Bani Hamad, ils parlent de Bjaya, ils parlent de Bjaya, donc il y a aussi le deuxième nom, Nasseria. Ça devrait aussi attiser un peu leur curiosité, les pousser à aller chercher c'est quoi ça. Donc c'est un bon filon aussi, donc ceux qui veulent étudier l'histoire de l'Algérie d'une façon très poétique, très littéraire. Donc l'Iliade s'y prête absolument. Donc c'est vraiment un fil conducteur finalement exactement pour arriver à de l'histoire de l'Algérie. Et puis ceux qui n'aiment que la poésie, donc ils peuvent comparer l'Iliade avec Shi'r al-Jahili. Donc moi je ne pense pas qu'elle soit en deçà non, loin de là. Donc elle est très forte. C'est l'un des poèmes algériens les plus authentiques, les plus forts. Donc on peut le comparer avec, je ne sais pas, les grands poètes de l'Algérie. Comment il s'appelait déjà Ibn Khamis Tilimsani, donc il y a des poèmes vraiment, donc il est parti où les grands mouachihin qui ont fait le Maulidiyat ici à Alger, donc il y a des morceaux qui sont fabuleux, mais là c'est tout le poème qui est magnifique, donc il n'y a pas qu'une partie qu'on va prendre extirpée comme ça, il dit oui dans cette partie, donc c'est très authentique, il est parti au fond de lui-même pour chercher, mais là c'est un monument. Exactement, c'est un monument d'ailleurs qui a intéressé beaucoup de chercheurs parce qu'il y a beaucoup de thèses justement universitaires qui font de la critique littéraire, qui font justement de la comparaison avec d'autres poèmes de l'histoire qui ont marqué justement l'histoire ou la poésie arabe d'une manière générale. Et puis on rappelle la fondation Moufdi Zakaria qui fait aussi un travail fabuleux sur terrain, justement pour... Il pérennise en fait la présence de Moufdi Zakaria. Chaque fois dans les salons du livre, ils sont là, ils distribuent des fois des CD, ils distribuent de l'Iliada, etc. Et même les autres travaux de Moufdi Zakaria. Mais moi, personnellement, je verrais un monument de l'Iliade. Donc, un monument donc, où on va toute l'Iliade écrite, rédigée, un grand monument comme ça. Et on peut là, c'est comme ça que je vois l'Iliade de Moufdi Zakaria, l'Iliade de Jazair en fait, parce que c'est un monument en soi. C'est un monument en soi, exactement. Donc, Rabbi yarhamhum les darouha, et puis voilà, bon anniversaire pour le recouvrement de l'indépendance. Et donc, c'était une petite halte dans l'histoire de l'Algérie à la veille de la célébration, donc du 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Ahmed pour ce choix très très particulier, très focus, j'ai envie de dire, pour cette matinée, donc à la veille de la célébration de l'indépendance du 5 juillet 62. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à toi. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, on va toujours parler d'histoire. Cette fois-ci, nous allons encore une fois revenir sur l'Amir Abdelkader, n'est-ce pas? Amir Abdelkader et tout ce qu'il a fait donc, pour l'Algérie. C'est Lamia Boudbouda qui s'y intéresse. Donc, Amir Abdelkader, le modèle de l'homme universel. Je vous laisse voir cet hommage et on se retrouve juste après. Son nom évoque souvent le fondateur du premier État algérien moderne, grand stratège militaire et héros de la résistance populaire, mais réduire l'émir Abdelkader à ses seuls faits d'armes serait passer à côté de l'essentiel. Dans ce reportage, nous avons choisi de porter un autre regard, celui d'un fin lettré rompu à la philosophie grecque, un passionné des sciences islamiques et un modèle de l'homme universel.
Dans la 4e de couverture que le journaliste écrivain Kasmaï lui a consacrée, on peut lire ceci. D'après le New York Times, Abdelkader mérite d'être classé parmi les plus éminents et rares grands hommes du siècle. Mais on ne peut comprendre la personnalité de ce grand homme qu'en se référant à l'enseignement et à l'éducation spirituelle qui le rattachent profondément à l'islam. L'Amir Abdelkader, il a décrété un État en fin de compte, un État je veux dire, moderne, avec une armée, avec sa smala, avec ses lieutenants, ses généraux. La dimension de l'Amir Abdelkader, elle est spirituelle, philosophique et militaire. Pourquoi? Parce que lui, dans son enfance, à Al-Ghetna, je veux dire, je veux dire, de la périphérie de Mascara, de la ville de Mascara, il baignait dans une culture musulmane et aussi ouverte sur le monde. Il lisait beaucoup. Ce qui veut dire, lui, il avait ses professeurs, il avait des gens qui l'entouraient. Et il il apprenait l'astronomie, il apprenait Ibn al-Arabi, la philosophie, Socrate, même les mathématiques. En fin de compte, la culture de l'Imam Abdelkader, elle est pluridisciplinaire. La personnalité de l'émir a séduit et parfois conquis ses propres adversaires. Le général tortionnaire Bugeaud disait de lui que c'était un homme de génie. L'officier danois Dinsen, qui le rencontra, écrira sur la page de titre « L'humanité et la justice profondément ancrées dans le respect scrupuleux de la loi sont les deux fondements de son règne ». Son sens de la justice dépasse les clivages religieux et culturels. Il se révèle comme un homme profondément tolérant. Même les prisonniers de guerre sont traités comme des invités. Le premier évêque d'Alger, qui s'appelle Dupuche, qui a écrit un livre où il révère, il salue la mémoire de l'Imam Abdelkader en tant que tolérant, malgré la différence de la religion, mais ils avaient des valeurs cardinales humanistes et humanitaires entre eux. La preuve, quand l'Imam Abdelkader a été détenu, je dis injustement, à Amboise, il est parti lui rendre visite. Même après son exil, il confirme son image d'homme de paix. À Damas, il protège des milliers de chrétiens lors des massacres de 1860, risquant sa propre vie. Ce geste humanitaire lui vaut l'admiration internationale. Il devient un symbole universel de tolérance et de coexistence. Le nombre, on parle, d'après les journaux américains, dans le Library of Congress, la librairie du Congrès, ils disent entre 12 000 et 15 000. 15 000 chaque fois, ils répètent. Enfin, c'est des milliers de personnes qui ont été sauvées d'une mort certaine. Mais pourquoi? Au nom de l'islam, au nom de l'humanité, au nom du pardon, au nom de l'amitié, de la bonne intelligence. Parce que les valeurs de l'Émir Abdelkader, ce sont les valeurs de l'islam. La plus grande reconnaissance vient et provient d'Abraham Lincoln, le président des États-Unis. Il lui écrit, la lettre existe. Et l'entête est comme ceci, l'entête, je veux dire l'entête. La lettre commence par ceci. To His Excellency, Lord Emir Abdelkader, from the President of the United States, Abraham Lincoln. Traduction. À son Excellence, Lord, Monsieur, avec un M majuscule, Lord, l'Amir Abdelkader, de la part de le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Un geste salué aux quatre coins du monde, d'Abraham Lincoln au pape Pie IX et du tsar Alexandre II à la reine Victoria jusqu'à Napoléon. Preuve que celui qu'on appelait le prince de l'Algérie était déjà un prince du monde. Un prince du monde, effectivement, comme le dit si bien
Lamia Boudbouda dans son reportage consacré au fondateur de l'Algérie, au fondateur donc de l'État algérien, l'Amir Abdelkader. Donc l'Amir Abdelkader qui n'a laissé personne indifférent à travers le monde. Donc beaucoup d'encre a coulé justement pour revenir sur son parcours, non seulement pour la libération de l'Algérie, mais aussi son parcours à l'universel. Il a épousé toutes les causes donc humanitaires, 200 vivants et plusieurs documentaires lui ont été consacrés. Également un réalisateur parmi nous, un enfant de la télévision avec lequel d'ailleurs nous avons grandi, il lui a consacré à lui seul 5 documentaires avec d'autres documentaires également qui reviennent, qui retracent l'histoire de l'Algérie. Il s'agit donc de Ali Fatah Yadi. Bonjour, marhaba bik. Marhaba bik, Enfin, marhaba bik. J'allais dire Anna marhaba bik l'andek parce que c'est vous qui êtes enfant de la télévision. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous, Monsieur Ayadi. Alors là, nous étions en train de voir donc un reportage consacré à l'émir Abdelkader qui a été donc réalisé par notre ami Lamia Boudbouda. À vous seuls, 5 documentaires lui ont été consacrés, n'est-ce pas? En effet, je lui ai consacré 5 documentaires et de sa naissance, bien sûr, jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que c'est un homme, en dehors de ce qu'il a fait pour notre pays, a été quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parle de lui non pas comme un homme du passé, mais comme un homme du présent, parce qu'il est présent partout. C'était un religieux, c'était un soufi, le soufisme avec lui, un poète, alors la poésie, je ne vous dirai pas, j'ai lu les poèmes qu'il écrivait à sa femme, extraordinaire. Et sur les chevaux aussi, Bruno Etienne, que j'ai interviewé, c'est un spécialiste de l'émir Abdelkader, Driss El Jazairi, Mohamed Boutaleb, tous ces gens-là qui parlent de l'émir, mais il n'y en a pas un seul qui dit du mal de l'émir et de ce qu'il a été. Là, même ses propres ennemis l'ont reconnu. Ah, tout à fait. Mais déjà lors de sa... bon, les gens disent, bon, il était dans des châteaux. Il était dans des châteaux, c'est vrai, mais pas comme châtelain. Il était prisonnier avec sa famille, ses enfants, à Amboise, où j'ai été aussi. J'ai fait tout le parcours qu'a fait l'émir Abdelkader pour filmer, que ce soit en Syrie, que ce soit en France, que ce soit en Égypte. Par exemple, son rapport à Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps qui a construit, qui a creusé, c'est les Égyptiens qui l'ont fait, c'est grâce à l'émir Abdelkader. Le canal de Suez, c'est grâce à ce visionnaire qui était aussi l'émir Abdelkader. Il est arrivé à Taïf à avoir une fatwa pour que le canal de Suez se fasse. Parce qu'il était visionnaire, il savait que cette traversée, cela allait rapporter de l'argent à l'Égypte, mais ça allait permettre aussi le passage d'Afrique du Nord vers l'Asie, par le biais du canal de Suez. Et quand il a été à l'inauguration du canal de Suez, Napoléon lui a donné un bateau de guerre et il était aux côtés de l'impératrice et il était acclamé en Égypte. Mais les mauvaises langues disent regardez, il s'est vendu à la France. C'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Et il fallait être un émir Abdelkader qui était chef d'État pour arrêter la guerre. Le fondateur de l'État algérien, d'ailleurs. Tout à fait. Un État, une armée, une monnaie, des armes. Et en 1847, bon, on lui reproche d'avoir arrêté. Il aurait pu mourir en héros. Mais que restera-t-il de ce peuple algérien? C'était la question justement cruciale qui s'est posée, qu'il avait posée,
parce que effectivement la population était en danger. Tout à fait. Et c'est pour cela d'ailleurs il a préféré, il a dit l'Algérie, le bon Dieu et l'Algérie m'ont chargé de faire le djihad, le petit djihad qu'il a appelé la guerre, il l'a appelé le petit djihad. C'est une vingtaine d'années, mine de rien. Je vais au grand djihad. Et il a eu le courage. Et c'est grâce à lui que le peuple algérien, et l'islam surtout, il était croyant, il était soufi, il a été, il n'a pas été fait pour être un chef de guerre, mais il était pour donner, enfin, pour les études, et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, voilà un petit peu, l'émir Abdelkader, il a plusieurs facettes. C'est pour cela que... c'est un homme complet. Ah oui, absolument, absolument. Et lui, l'émir, c'est quand il a commencé, entre guillemets, à dépérir, quand il a perdu sa Smala, qui était en 1843, la Smala a été, bien sûr, elle a été donnée, et c'est comme ça que la Smala, et c'est surtout les livres qu'il avait. Dans la Smala, qui était une capitale itinérante, il avait une bibliothèque extraordinaire. Oui. Et en revenant, parce que quand ils ont attaqué la Smala, il n'était pas là-bas. Il était du côté de Tegdemt, du côté de Tiaret, qui était sa capitale politique, disons. Et donc, il n'a pas pu assister. C'est 3 jours après qu'il a su que la Smala était. Et en revenant, pour aller voir sa famille, pour aller voir, tout au long du chemin qu'il faisait, il y avait les feuilles de ces manuscrits magnifiques du Coran, etc., qui emportés par le vent. Et on les a même retrouvés bien après, vendus par les descendants des militaires français de l'époque sur les quais de Paris. Et à des prix dérisoires alors qu'ils ont. Et tout le reste a été emmené, et ça existe, j'ai pu les filmer et tout, au musée en France. Voilà, donc 5 documentaires, vous avez suivi les traces de l'émir Abdelkader, mais pas que, Monsieur Ayadi, parce que là où il y a un puzzle de l'histoire d'Algérie, vous êtes parti faire votre recherche, plusieurs documentaires. D'ailleurs, durant toute votre carrière, plus de 150 documentaires, 160 documentaires. Exactement, 187 documentaires. 187, voilà. Je ne retiens pas le chiffre, Allah Ibarak. Je savais que c'était plus de 160, c'est sûr. Allah Ibarak. Alors, on retient un particulièrement qui était très poignant, les enfumades de la Dahra. Alors, les enfumades du Dahra, très poignant celui-là. Oui, alors, mais dans ce documentaire, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer une dame qui avait 100 ans. Et Hadja Zohra, elle s'appelait, elle a visité les grottes. Parce que c'est la descendante, l'arrière petite fille d'un miraculé, de quelqu'un qui a pu être sauvé. Donc, elle la raconte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je suis arrivé du côté donc, de Nikmeria, du côté de Mostaganem, cette dame avait Alzheimer. Et j'étais malheureux de ne pas pouvoir, parce qu'elle ne se souvenait plus rien. Alors, de plus rien. J'ai dit à ses petits-enfants, ses enfants, sa famille, je leur ai dit, écoutez, je vous laisse mon numéro de téléphone, dès qu'elle retrouve un petit peu de sa mémoire, appelez-moi, je viens. Et ça s'est passé comme ça. Ils m'ont appelé à 4 heures du matin. Elle s'est levée pour faire sa prière, elle se souvenait de tout, et j'ai pris ma voiture, et donc une équipe, et on est parti, on est arrivé, elle nous a tout raconté. Elle se souvenait même des poèmes, de la poésie qu'on écrivait sur les ouleds de Riyah, donc ces gens qui ont été enfumés par Aimable Pelletier, plus de 1000 personnes avec leurs animaux qui se sont cachés pour se protéger dans ces grottes de Nikmeria,
à côté de Mostaganem. Parce que Aimable Pelletier, la colonne entière, était derrière quelqu'un qui s'appelait Boumaza, de son vrai nom, Mohamed Ben Abdallah, et qui avait 20 ans. 20 ans, un combattant de l'émir Abdelkader, qui a pu faire avec de petites gens, des cavaliers de la région, qui attaquaient très vite cette stratégie qu'a abordée et pour laquelle l'émir Abdelkader a opté, frapper et revenir, etc. Parce que les colonnes françaises étaient tellement nombreuses alors que une cavalerie légère ne dépassait pas les 2000 de l'émir Abdelkader. Et en plus, pendant les moissons, ils vont moissonner. Pendant c'était pas une armée qui était régulière. C'était des gens qui venaient combattre l'étranger, celui qui est venu leur prendre leur terre et repartaient à leur tâche quotidienne, quoi. Et puis, effectivement, à travers ces 187 documentaires, voilà, je retiens le chiffre, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les crimes coloniaux. Vous avez parlé de ces crimes coloniaux que la France aujourd'hui fait tout pour cacher parce que ça reste une tache noire finalement dans son histoire. L'un des gros crime de la colonisation française, c'est certainement ce crime qui a touché à la psychologie, non seulement de ces personnes-là, mais de leurs familles, parce qu'il y a eu un déracinement, il s'agit de la déportation, l'un des plus gros crimes, parce que là, c'est carrément un arrachement finalement de toute une vie, et vous vous êtes intéressé aussi dans l'un de vos documentaires. Tout à fait, et parce que c'est l'exil. C'est à partir de 1841 qu'ils ont commencé à emmener des gens hors d'Algérie. Parce qu'ils pensaient qu'on pouvait aujourd'hui gagner contre eux, etc. Et demain, ils reprennent des armes pour défendre leurs terres. Et donc, à partir de 1841, on a commencé à emmener, et les premiers qui ont été emmenés, c'est la plupart sont les prisonniers de l'Asmara de l'émir Abdelkader. En 1843, contre l'Asmara, ils les ont emmenés en France, en face de Cannes. Et en face de Cannes, il y a une île qui s'appelle l'île Sainte-Marguerite. Et dans cette île, il y a un fort prison. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, on n'appelle plus, c'est plus un fort, mais c'est un musée, et on l'a appelé le musée du masque de fer. Parce que le masque de fer, que tout le monde connaît, a été emprisonné là-dedans. Et après, c'est les Algériens. Les Algériens, ils ont été jusqu'au nombre de plus de 900. Et ça n'est qu'en 1800, le fort a arrêté d'être un fort prison en 1927. Mais... presque un siècle quand même, hein? Oui, jusqu'en 1927, et on emmenait là. Bon, il y a cette partie, donc il y a aussi le fort L'Amalgue, qui se trouve à Toulon, où l'émir Abdelkader a été emmené avec sa famille, en premier. Parce que dans le bateau qui s'appelait l'Asmodée de Razawat, quand ils sont partis, ils devaient partir à Akka, c'est un champ d'acre, ou bien en Turquie, ou bien en Palestine, ce que l'émir demandait avec sa famille, et des sauf-conduits pour tous ses compagnons, pour qu'ils puissent rentrer chez eux pour arrêter la guerre. Mais finalement, il a été emmené en France, donc il y a Parjure, sur laquelle l'émir est resté tout le temps qu'il est resté en France, la parole donnée, parce que c'était un homme de parole, et il pensait que le fils du roi et la Mauricière, qui était donc à qui il s'est rendu, avec l'accord du roi, pour être emmené en terre d'islam, ce qui n'a pas été fait.
Mais c'est bien après que quand Napoléon est venu en 1852 le libérer au château d'Amboise, il est parti donc à Bursa, Brousse, en Turquie, mais c'est un lieu qui était sur le truc de tremblement de terre, et une fois invité aussi en France, il avait demandé à partir de là-bas, et c'est comme ça qu'il est parti en Syrie. Et vous connaissez en 1860 ce qui s'est passé quand il a sauvé les chrétiens de Syrie, et il a dit la chose suivante qui est extraordinaire. On lui a dit, comment toi tu sauves des chrétiens alors que les chrétiens sont venus en Algérie, tu les as combattus? Il a dit, non, je n'ai pas combattu les Français parce qu'ils étaient chrétiens. Nous avons combattu les Français parce qu'ils sont venus prendre notre terre. C'est ça. Mais maintenant, ma religion m'interdit et me dit d'aider les autres, quel que soit leur, au nom des droits de l'homme. Et c'est de là qu'est sortie l'histoire des droits de l'homme. Un siècle avant, l'émirat Abdelkader en avait parlé. Il en avait parlé, effectivement, et les droits de l'homme n'ont jamais été respectés, en tout cas en Algérie. Et vous avez continué à travailler pour parler, parler et mettre la lumière sur tous ces crimes qu'on a de tout temps voulu finalement cacher. Vous êtes revenu sur les événements du 8 mai 45, vous êtes revenu sur les crimes de l'Ouest. Pourtant, les accords d'Évian ont été signés et donc les crimes ont continué finalement à être pratiqués. Plein de documentaires donc et puis vous êtes aussi intéressé à d'autres volets. On s'intéresse beaucoup au combat, mais parfois il y a des choses dans les coulisses auxquelles on ne s'intéresse pas. Les avocats du FLN par exemple, fallait y penser. Oui, alors non seulement les avocats du FLN, mais aussi toute une série sur, appelons-les les amis de l'Algérie. Oui. Les amis de l'Algérie, tous ceux qui ont aidé l'Algérie, parce que la justesse de la cause algérienne était telle que elle a attiré beaucoup de sympathie un petit peu partout dans le monde, et même des Français, c'est-à-dire qui... J'ai posé la question à quelqu'un qui m'a dit, je lui ai dit, mais on vous prend pour des traîtres, vous êtes Français, vous avez... Oui. Il m'a dit, oui, mais traîtres à la France coloniale, pas à la France des valeurs, des droits de l'homme, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Les Yougoslaves, j'ai consacré en 52 minutes aussi l'œil témoin qui parle de la participation des Yougoslaves à la guerre de libération nationale. Et donc, ils ont fait beaucoup pour l'Algérie. Effectivement. Et donc, là aussi, j'ai un documentaire que j'ai fait sur Henri Komaté, la révolution algérienne, qui a fait, j'utilise un mot un petit peu, un tabac, qui a eu des prix. Les Italiens, ils étaient tellement contents quand je l'ai projeté ici à la Cinémathèque, plutôt à Riyad Feth. L'ambassadeur d'Italie est descendu pendant le débat, il est venu m'embrasser, il m'a dit mais merci beaucoup, merci pour l'Algérie, je lui ai dit. Oui. Parce que l'Algérie. Et puis bien après, déjà en 82. En 82, il y a eu le gazoduc qu'on a appelé Henri Komaté. Mais on ne connaît pas ce qu'a fait Henri Komaté pour l'Algérie. Et le FLN de l'époque avait fait une chose extraordinaire en refusant de l'argent. Oui. Alors que Henri Komaté pouvait leur donner beaucoup d'argent, mais ils avaient besoin d'autre chose. Et ils ont eu et l'Italie est devenue, les Algériens, qui étaient considérés comme des terroristes par la France coloniale, se baladaient en Italie comme s'ils étaient chez eux. Effectivement, en tout cas, tout ça, vous avez mis en valeur, en lumière, vous avez mis de la lumière donc, sur l'histoire de l'Algérie, sur cette longue nuit coloniale à travers tous vos documentaires. On rappelle, M. Ayadi, qu'aujourd'hui, vous vous êtes tourné un petit peu à l'écriture, donc beaucoup d'ouvrages que vous avez mis à la portée donc, de ceux qui voudraient lire. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre débat.
Certainement, on vous recevra une autre fois, mais cette fois-ci, on parlera que de livres, n'est-ce pas? Monsieur Ayadé, c'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous allez encore faire pour justement mettre en lumière la protection de la mémoire, surtout la protection et la préservation. Puisqu'on est à la veille du 5 juillet, je voudrais dire que je m'élève contre toute personne, qu'elle soit algérienne, qu'elle soit d'où qu'elle soit, contre le fait, ce que l'on entend, pour nous dire que De Gaulle nous a donné l'indépendance. L'indépendance de l'Algérie a été arrachée par ses propres enfants. Je dis bien, elle a été arrachée. Et quand on parle d'1,5 million de morts, moi je pense qu'il y en a beaucoup plus. Durant la Révolution seulement. Durant la Révolution seulement, on parle pas de les bombardements et tout, ça c'est effectivement. Pas, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ayadé. Je vous en prie. Vous vouliez faire un petit coucou ce matin, je vous laisse le faire très rapidement. Ah oui, alors je voudrais faire un petit coucou à mes enfants, bien sûr, à mes petits-enfants, et surtout le petit dernier de Salma, Adam, et puis un autre petit génie qui s'appelle Tarek, d'une intelligence extraordinaire et qui adore l'Algérie. Et ça n'est pas, c'est le fils d'un ami. En tout cas, merci beaucoup, M. Ayadé. Je vous en prie. Encore une fois, et on continue. Cette fois-ci, ça va être un autre hommage que nous allons rendre à une autre figure de la Révolution. Alors, elle a beaucoup travaillé durant la Révolution, mais après la Révolution, d'ailleurs, elle était beaucoup plus dans tout ce qui est enseignement, dans tout ce qui est l'instruction. Et il s'agit donc de Chama Boufedji, M. Ayadé, à qui on rend hommage ce matin, Allah yarhama wa salih. C'est Faria El-Hamdi qui lui rend hommage et on se retrouve juste après. Né dans la commune de Bir Qasdali à l'est de Borj Bouarerij, un 13 mars 1922, dans une famille conservatrice. À un âge précoce, la jeune Chama Boufedji va faire un passage à la prison Serkedji en 1934, alors qu'elle n'avait que 12 ans, pour la simple et unique raison d'avoir souhaité vivre dans une Algérie libre. Je veux dire, c'est une dame exceptionnelle. Exceptionnelle parce que je la connais. J'ai ouvert les yeux sur elle quand j'étais petit, parce qu'elle est proche. C'est la femme à mon oncle maternel. Boufedji Chama. Je suis une Algéroise au départ. Elle est exceptionnelle par la façon de voir son pays, l'avenir de son pays, à un âge très jeune. Donc, c'est dans les années 40 qu'elle a commencé son militantisme et son combat culturel et autres politiques contre la colonisation française, en créant l'école de filles à la Casbah, les années 40. Son message est clair, c'est de repousser la colonisation culturelle et préserver la personnalité algérienne. La première révolution qu'elle a faite, c'était de lancer l'enseignement des filles en plein Casbah, donc dans un milieu très conservateur où les gens avaient peur pour leurs enfants. Donc elle les a convaincus parce que c'était une famille de confiance, avec son père Mohamed Boufedji, avec sa maman Bornia Chalabi, avec ses frères et ses sœurs. Donc ils sont arrivés à convaincre tout le voisinage d'envoyer leurs filles apprendre. Et de là est née la conscience, la prise de conscience de ces filles, de la réalité de l'Algérien et de l'Algérienne pendant l'époque coloniale. C'est tout naturellement que cette turbulente rebelle décide, avec l'aide de ses parents et sa sœur Khadra, de créer en 1934 sa propre école libre, Sherifat El-Amel, alors qu'elle n'avait que 12 ans, la plus jeune enseignante de toute l'histoire de l'Algérie. امرأة سامحة، امرأة ذكية، امرأة عندها شجاعة، امرأة مخلصة، امرأة عندها حب الوطن
ومرأة اللي ربت أجيال على حب الجزائر. خدمت معاها من صورة برج بوعراريج، انتبعت طلعت للجبل. قرصة هي اللي خلت لي الثورة. وكي حبط من الجبل هذا البرنوس هذا عنده حكايته. هذا البرنوس كي دخلت من للبرج لقاونا اصحاب البرج بوعراريج، بابا جابوا له برنوس نتاع لوبر. انا جبت لي السيده هذا البرنوس، سلمنا، قالت لي صديقه الحمد لله كي عشتي وعشت ورجعتي سيده. قلت لها الفضل يولي ليك انت اللي رجعتيني سيده. قعدنا هكذاك يعني متحابين حتى اليوم الاخير. امراه عظيمه. Une conférence dédiée à l'enseignante Moudjahida Chama Boufedji qui a eu lieu au musée du Moudjahed. Cette rencontre se voulait une occasion pour se remémorer le parcours de la défunte, veuve du martyr Mohamed Sghir Brahim Chewch. On va essayer de souligner un peu toutes ces grandes lignes qui ont été la vie de Lalla Chama. On va essayer de mettre un peu de lumière sur tout ça pour la faire connaître au public. Et puis on est très heureux parce que Chama a réintégré le lieu où elle devait être, le musée du Moudjahid. Donc voir la photo de Chama parmi tous les Moudjahids de l'Algérie, ici dans le musée, pour nous c'est une grande satisfaction parce que c'est un travail qu'a fait l'association depuis maintenant 12 ans qu'on est en train de faire ça. Alhamdoulilah. La Moudjahida Chama Boufedji a gravé son nom en lettres d'or aux côtés des artisans de la gloire de la nation, en donnant aux colonisateurs français une leçon inoubliable sur la lutte et la bravoure de la femme algérienne. Après une maladie soudaine, elle s'éteint à la mi-mai 1987, à l'âge de 65 ans. Elle a été enterrée à Borj Bouarerij. Chama Boufedji, effectivement, une grande dame de la Révolution, mais après la Révolution également, elle a donc gravé son nom avec des lettres d'or dans l'histoire de l'Algérie. Et à présent, nous allons nous intéresser à l'art, à la culture, à la musique particulièrement, puisque nous avons un musicien, auteur, compositeur, chef d'orchestre parmi nous ce matin. Il s'agit de Abdelmajid Amamra. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, Rabbi Barak Fik. Marhaba bik. Alors vous êtes venu avec votre instrument. نعم. Vous êtes venu avec votre instrument. ان شاء الله نخدموا نديروا شغل شعبي تاع الشيخ عمار الزاهلة. Inch'Allah, marhaba bik. Alors, Monsieur Amamra, c'est une carrière en musique de plus de 50 ans. Un peu plus de 50 ans. Un peu plus de 50 ans, n'est-ce pas? Alors vous avez été aussi enfant de la télévision, hein, parce que vous êtes passé par la RTA, à l'époque de la RTA. Régionale de Constantine. Voilà, oui, vous avez justement participé à plusieurs enregistrements, n'est-ce pas? Des galas et des enregistrements. Parlez-nous un peu de cette expérience. Aujourd'hui, avec un retour, parlez-nous de cette expérience. Bon, je commencerai par dire que j'ai commencé la musique sous la houlette de Cheikh, mon mentor, Cheikh Hal El-Jem'i, Allah yarhamou, Medhou Koukou. C'est avec lui que j'ai fait mes débuts en musique. J'ai gravi les échelons. خدمت مع الشيخ عبد الحميد الحشاني الله يرحمه ثاني. De grands noms de la musique. Notre chef d'orchestre avec qui j'ai chanté la chanson على شيخاينا que j'ai enregistré à la RTA régionale de Constantine en 1976. J'ai également chanté dans une autre émission avec Cheb Bazoulikha, Cheikh Koukou, Allah yarhamou, Nourdine Ben Najjahi, Mohamed El-Awrasi, une émission faite à Constantine, sous la direction de Cheikh Abdelaziz El-Nmer, le fils du commandant Nmer, un commandant, un héros les Aurès, qui était mon chef d'orchestre. Et j'ai été membre de l'orchestre régional de Constantine sous la direction de Cheikh le maestro Mahmoud Sharif.
Et justement, vous êtes aussi auteur-compositeur, donc toute cette expérience vous a emmené à composer vos propres chansons et inspiré de la culture musicale des Aurès, c'est ça? Exactement. Alors parlez-nous un peu de ce que vous faites. Bon, la chanson la chanson تاعنا تاع le terroir كيما يقول الاخر كنت نهز الابيات الاولى les premières je dirais les premiers vers de la chanson ونبني عليها اغنيه مثلا اغنيه جبيت على نزلتهم نلقى زوج حمامات وحده قالت لي قرب وحده قالت لي بات لهنا تدخل الاغنيه وي انا جو مسوي ايماجيني نمشي في ان ديزير تلاقيت زوج بنات وكل واحده تقول لي نقول الاولى قالت لي قرب عليك انا ما نتحجب واذا انت مولوع ومجرب هات ما عندك معلومات واذا انت جيتني متغرب بيتي تكرم الضيفات ولا سي مانيفيك سا ثانيه جوزتني للبيت من كل خير معها كليت بعد الطعمه زطرويت من نوع كل المشروبات في ذيك اللحظه حسيت نار البين لهبت وقدات الاولى كلمتها في الحين ماني من قوم العاشقين والثانيه فهمت بالعين ما يلزمها معلومات ثم ودعتهم الاثنين وخليتهم زوج حمامات هذه على سبيل المثال انا قلت كيفاش نهز الاغنيه الوراسيه نهز الكلام الاول ونبني عليه. عندي نوتر شونسون تاع الله يا طفله وداك النوم ورقدتي مالك يا طول النخله طلع النهار ما فطنتي. هما احنا نقولوا الله يا طفله وداك النوم ورقدتي وداك النوم ورقدتي صباح الخير كيف طنتي. انا كانت عندي اون امي اللي توفات الله يرحمها الله يرحمها ويوسع عليها دونك وليت هذيك تاع صباح الخير كيف طنتي ما تركبش. وي قلت لك صباح الخير مات هي توفات الله يرحمها واش نقول فيها نقول الله يا ذهبيه وداك النوم ورقدتي راه الله يا طفله وداك النوم ورقدتي مالك يا طول النخله طلع النهار ما فطنتي. البارح كنت انا وياك عطيتيني عهد وحلفتي قلتي لي غدوه نستناك سنيت كثير ما جيتي ليل كامل وانا فم الباب نراعي ليك ما غديتي ظنيت حبي من قلبك غاب وعلى هذا اللي تبدلتي ما عرفت شكون يغلط فيك وما عرفت علاش خالفتي وقيل الدنيا غرت بيك وفي شريك العمر سمحتي. كي طولت ما جات طولت انايا وليت رحت للدار تاعها طبطب ليل كامل طبطب نقول ناديت عليك رحت لها الدار ناديت عليك والدمعه في عيني وانتي ما سمعتي عرفت الموت الخداعات دات كيما جاوبتي يا طفله نامي في منامك خليتك وكبتي نطلب من الله يغفر لك ولوك عليا صديتي. C'est magnifique ça. C'est émouvant quand même. Donc ce sont des chansons que vous puissez c'est du vécu. Voilà, du vécu de votre quotidien. Exactement. Voilà, et vous continuez donc à composer, vous continuez à Exactement. Là ma dernière composition, je l'ai chantée en hommage à Batna. D'accord. Bon, ma première composition sur Batna, je l'ai faite les années 70. J'ai été étudiant à l'ITFC de Ben Aknoun. Ah d'accord. En 73. Donc je me suis inspiré du... Alors vous êtes un confrère parce que vous avez étudié à l'ITFC. Vous avez fait journalisme. Là. Ah d'accord. J'ai fait les finances. Ah oui, d'accord. J'ai fait les finances, j'ai fait une formation à banquier. D'accord. J'ai fait toute ma carrière en tant que banquier. En tant que banquier, d'accord. 41 ans et 5 mois d'exercice. Et parallèlement, la musique, c'est une passion. C'est une passion, mais je ne fais pas la musique pour être un professionnel de la musique, mais c'est ma passion. قلت لك باتنا نهضر نقول نقول شويه باش نفكر الجماعه تاع باتنا واش كيفاش كانت باتنا نقول باتنا يا باتنا والجر العالي حطوا فيك جدادنا وسيدي حطوا في باتنا يا باتنا والجر العالي حطوا فيك جدادنا التلي وبلبوهالي حطوا فيك جدادنا وسيدي مرزوق الوالي. وين زهراني الحنينه نهضر على الدراويش تاع باتنا الساعه وين زهراني الحنينه وحمودي تتقول هما دراوش المدينه مريضه وبوق القول بطاطا بوجمعه وعبه وعزيز الرقاد مرابط السلام والجموعي وزيداد دمو الهداد صاحب المعجزات. الكون سكنوه العسكر باسكو باتنا بكري كانوا يديروا لو كون ديستريكت ميليتير تاع باتنا. الكون سكنوه العسكر وعلاو الحيطان منكم يتذكر قعدات حواش زمان بكري كنا نسكنوا كل في فرد حوش قدام الفاميلي في فرد حوش القعدات تاع بكري المحانجيات
نقول لكم سكنوه العسكر وعلاو الحيطان، من هو منكم يتذكر قعدات حواش زمان. بواب المدينة 9، نبدا باب الجامع، باب بوضياف تحته ومتعه بها المدافع. اذكر باب الصرصور ولا نبيزل المشهوره، طريق لومباز كان باب تاع باتنا، باسكو باتنا بكري فيها بيبان. نقول اذكر باب الصرصور ولا نبيزل المشهوره، باب بونا والجبانه عليهم عمل زوره. ما تنسى باب سطيف في طريق قسنطينه، باب الباطوار ليه ضيف، باب سكر الحنينه. باتنا سماو كناس جوالين رحاله، باسكو بكري كي نسمعوا يقول لك باتنا كيفاش سموها باتنا، كانوا لينا هما دو باساج من ثم، داروا ان ترانزيت دو باساج من ثم، كي قالوا هنا مباتنا دونك سموها باتنا. جو نسي با لا كان هذه صحيحه ولا غلطه. نقول باتنا سماو كناس جوالين رحاله، من بعد الذوق والاحساس، مسرح لوحات واله. باتنا كاملة الصفه، فنك شايع في البلدان، حفظوه من دون تكليفه وغناوه شاويه وعربان. انا وانتي شاويه لو ميم اير، جو ندي با لا كومبوزيسيون، سي ان تريتونيك 3 نوتات. انتي لو ميم اير انتي تغنيه بالشاويه وانا عربي نغنيه بالعربيه، سي لو ميم اير. هذه الاغنيه يعطيك الصحه، vraiment c'est magnifique. Alors probablement vous allez nous faire un petit quelque chose avec votre instrument. ندير لكم اغنيه شعبي ان شاء الله، اذا كان نقدم لكم حويجه تاع الشيخ عمار الزاهي الله يرحمه السعادة. تقولي لا ميوزيك؟ اش عذبني لو ما شفاك، زاد لي عاد، زاد لي عاد، لي عاد، زاد لي عاد. اش عذبني لو ما شفاك، زاد لي عاد، زاد لي عاد، زاد لي عاد، زاد لي عاد. اش صومني لو ما لقوت مرات بناتو، اش صومني لو ما لقوت مرات بناتو. اش سهرني لو ما نروح ذاق النعاد، ذاق النعاد، النعاد، ذاق النعاد. اش سهرني لو ما نروح ذاق النعاد، ذاق النعاد، النعاد، ذاق النعاد. أشهد بالليل وما الحب قوات محناتو، أشهد بالليل وما الحب قوات محناتو. فكها يا مجرب بالحب، فكها يا مجرب بالحب، فكها يا مجرب بالحب وذقت محناتو. فكها يا مجرب بالحب، فكها يا مجرب بالحب، فكها يا مجرب بالحب وذقت محناتو، ذقت محناتو. يعطيك الصحة. Vraiment magnifique, يعطيك الصحة. Donc vous faites comme ça des reprises aussi, donc en plus de votre composition, vous faites aussi des reprises. Actuellement, je ne chante que du shabi. Que du shabi. Mes chansons plus le shabi. Plus le shabi. Donc même vos chansons, c'est style shabi. Je dirais moderne algérien. Moderne algérien, d'accord. Moderne algérien. D'accord. Eh ben, très très belle carrière finalement, de plus de 50 ans, hein, finalement, dans la musique. Des projets? Pour l'instant, je compte enregistrer les chansons تاعي الديوان تاعي هذا رانا نخوي هذا وين جي ديسيدي باش نولي نونجستريهم باسكو عندي دي شانسون عندي دي كومبوزيسيون اللي مديتهم للناس هما على الاقل بور ريكوبيري ان بتي بو نعاود Et puis enrichir aussi
avec une la nouvelle musique touche, algérienne, avec voilà, une nouvelle touche. et enrichir aussi le patrimoine musical Exactement. algérien. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment en votre plaisir compagnie. est partagé Je rappelle avec Abdelmajid Amamra, vous êtes chef d'orchestre, vous êtes auteur, compositeur. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir Plaisir est reçu. partagé, Et Madame. puis, marhaba bik, vous êtes déjà enfant de la télé, hein, Rabbi barik n'est-ce fik, pas? jazakallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yatik Rabbi saha, barik fik, barakallahu saha, fik. Rabbi Et on barik fik. continue, cette fois-ci, ça va être Salam alaikum. une pause musicale qu'on vous propose. Et on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre ami Minazeri. الشيخ أنت قراري أم سيدي عثمان عن غير حم الشهداء عن غير حضور بيت زاير أنت غربي للغيب العجاب لين ورتيت تلقى المدة زورة لك دايما في الجزائر تبان تيميمون يا الغالية 5 وخمس عليك يا بنت يوسف غاحر الفنان بالشعر ولا بالالحان الرصة بالريشة حيران تنهى طبيعي بحار العيان يوصفها حال الفنان بالشعر ولا بالألحان الرسام بالريشة حيران زينها طبيعي يظهر العيان لون اخضر وابيض صافي نجمة ولا الحمر وافي
ديما يرفرف ما هو خافي علمنا شمخ لبدا يبان لون خضر وابيض صافي هلال ونجم احمر وافي ديما يرفرف ما هو خافي علمنا شمع لبدا يبان très belle chanson donc en hommage à l'Algérie interprétée par un collectif d'artistes et là nous allons en parler ce matin puisque Amina Ziri est parmi nous et elle n'est jamais seule. Amina, bonjour Amina. Bonjour, comment ça va? Je suis pas ça se passe seule, bien? je suis bien accompagnée par le Bouddha d'abord mon ami que je rencontre chaque samedi et ça me fait beaucoup de bien et bien sûr avec une artiste, une grande artiste qui est avec nous, c'est Madame Ratiba Alloun. Bonjour Ratiba. Bonjour, merci. Ça va? Merci. Alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une artiste douée que je connais très très longtemps, mais dont j'ai vraiment découvert le talent. Par hasard. Par hasard, mais ça fait pas très longtemps. Oui. Et donc c'était à la foire internationale du livre et plus exactement dans le stand du fameux journal emblématique Chab. Elle a travaillé pendant longtemps dans des années. Et donc, c'était une grande découverte pour moi. J'ai découvert l'Algérie dans toute sa splendeur, sa culture, sa beauté, sa culture et aussi son patrimoine culturel, ses coutumes, ses traditions. Et donc, pour moi, c'était une grande découverte. Ratiba, elle est là justement pour nous parler de cette belle histoire entre les arts plastiques et Ratiba. Et voilà, donc... Comment j'ai commencé كيفاش بديت مرحبا بك. الله يسلمك بكم وهلا. Merci de m'avoir invité aussi. C'était une passion d'enfance ou bien un déclic Non, pas une passion d'enfance. Non, ça a commencé il n'y a pas longtemps. Je me préparais d'ailleurs, j'étais en train de parler, je disais que je partais en retraite. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard? واش حندير في الدار مع mes petits-enfants. Pour certains, c'est la fin du monde. Alors, pour moi, c'était quelque chose que je... Oui, pour quelqu'un de dynamique, c'est vrai. Exactement. C'est une question qu'on se pose. Alors, une amie à moi, elle m'appelait au téléphone, elle m'a dit, Atiba, écoute, voilà, si tu es intéressée de passer une formation du vitrail, peinture sur verre. Peinture sur verre. À quoi? Peinture sur verre. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Le lendemain, j'ai préparé mon dossier et tout ce qui s'ensuit. Elle n'a pas perdu son temps. J'ai pas perdu mon temps parce qu'elle m'a montré déjà ce qu'elle faisait elle. Alors d'ailleurs, je la salue, Sadia, d'ici, d'Alger. Et puis, bon, je me suis inscrite, j'ai fait ma formation et je me suis lancée. Je ne savais pas que j'avais un don de peinture. Et puis là, je travaille pendant la journée. Des fois, quand ça me prend de faire de la peinture, des fois, je reste 5-6 jours à ne rien faire. Et puis après, je me lance à faire... Comme tout artiste, hein, donc il attend le moment de l'inspiration. Exactement, le moment de l'inspiration, c'était ça. شوفي نقدر ندير 12 tableaux sans répit. Alors, comme je disais à Amina, نقعد حتى 2h, 3h du matin وانا راني مع la peinture, راني en train de tailler, parce que quand même c'est un travail Voilà, et puis ça a commencé, c'était comme je travaillais au journal Chab. Vous avez travaillé pendant très longtemps. D'ailleurs, on salue de passage Madame Amina Debej. Vous avez travaillé, j'ai travaillé avec dans la période où elle était directrice. Et là, j'ai terminé en 2025, fin décembre 2025, j'ai pris ma retraite. Allah yselmek. Et puis, bon... comment j'ai commencé, comment mes collègues, d'ailleurs mon patron a su que je faisais de la peinture, c'était un collègue qui devait partir en France, je lui ai offert un tableau. D'ailleurs on devait faire une quête, est-ce que tu es intéressé? Non, mon cadeau c'est moi qui vais le faire. Je me suis dit, j'ai pensé à faire un tableau, j'ai fait la Casbah.
Après, il n'y a pas mieux parce que ça reste des pièces uniques. Exactement. Les enfants en train de jouer, les escaliers à la Casbah. Alors, on a fait une petite fête, et puis ils ont vu les journalistes, mes collègues, rédacteurs en chef et tout, ils ont vu le travail que je fais. Alors, c'est toi qui as fait ça? Je dis, oui, pourquoi? Alors, on ne savait pas que tu avais un trésor caché et tu ne l'as jamais dit. Et puis, il y a eu la période, la foire du livre, le SILA. Le patron, enfin le PDG, m'a dit, voilà, si tu es intéressé de faire une exposition de tes tableaux avec le journal Cheb. Et j'ai fait, d'ailleurs, c'est comme ça que... C'est une exposition qui a eu aussi un énorme succès, il y avait beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait un monde où les gens, je venais, s'intéressaient, m'ont demandé, les gens achetaient, ils ont même acheté mes tableaux, d'ailleurs des gens qui... j'ai fait... Gardaya, j'ai fait la Casbah, j'ai fait la Jama al-Kbir, ce tableau. Voilà, pardon. Allez. Voilà. هذا درتو en plus grand, chez moi il est en plus grand avec شغل كي اللي فيه هذاك الزلايج vert et tout, c'est très joli. Et là je l'ai fait en plus petit parce que les gens préfèrent des petits tableaux. Oui, juste un petit détail, au Jama al-Kbir, il est l'un des plus beaux mosquées, notamment en Europe. Une étude elle a été faite récemment, justement, à Bruxelles. قال لك جامع الكبير هو تحفة فنية من أجمل المساجد في العالم. Et on est bien sûr très honorés et félicitations aussi pour ce merveilleux tableau. Et il y a un détail aussi important. Madame Ratiba, elle a cette grande envie de faire apprendre comment on appelle ça, la peinture sur verre. Sur verre, le vitrail. Le vitrail aux jeunes. Vous donnez beaucoup d'importance aux jeunes. Oui. Et donc, on espère que vous allez quand même réaliser ce rêve très prochainement. Pourquoi pas? Je voudrais bien. Transmettre ça à nos jeunes ou à nos enfants. Pourquoi pas? Oui, peut-être plus tard. C'est beaucoup de valeur aussi, oui, même sur le plan de motricité pour les enfants, même exactement. Pour la concentration. Donc là, on voit un peu vos travaux, c'est beaucoup de belles couleurs d'ailleurs. Oui, merci. Donc la calligraphie aussi qui revient. Oui. Voilà. Ah oui, ça c'est la Casbah. Oui. C'est des tableaux. On reconnaît très vite la Casbah. Oui. Effectivement. Et moi, je viens de recevoir un petit message de l'artiste Monsef Ben Sahel qui a été impressionné par la mosquée de Jama al-Kbir. Donc, il vous salue. Merci avec félicitations. C'est un grand monsieur qui donne beaucoup d'importance à ce domaine. Et donc, il vous salue. Voilà, j'ai transmis. J'ai transmis. Merci. Voilà. Merci. Je suis et justement, parlez-nous un petit peu de vos œuvres. Moi, j'ai beaucoup adoré le tableau qui relate la vie quotidienne à la Casbah d'Alger. Oui, j'adore la Casbah, d'ailleurs, c'est mon domaine. Mes tableaux ne sont que faits par ce que je choisis, c'est toujours la Casbah. مانيش عارفة وش حكايتك avec la Casbah? Vous n'êtes pas ici de la Casbah? نقول حاجة ونحب الشعبي نحب الشعبي aussi, ça va avec الشعبي. Et puis voilà. Et tous les Algériens se sont concernés avec la Casbah. D'ailleurs, يقول لك القصبة هي ملك للإنسانية. Et les Algériens يحسوا même s'ils sont de Gardaya ولا d'Oran ولا يقول لك القصبة ديالنا. C'est vrai, c'est tous les Algériens, c'est vrai. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que D'ailleurs, j'en ai fait une collection. J'en ai fait 11. Et la Casbah des petits.
je me suis dit, il y a des gens qui seront intéressés pour peut-être Offrir. Pour offrir. Oui, j'en ai offert. J'en ai offert plusieurs. Il y avait des tableaux comme ça, un peu plus grands. Mais il y avait même des touristes lors de votre exposition à la foire du livre, des étrangers, des Européens. J'ai rencontré quelqu'un qui est venu de l'Australie et qui a même acheté vos œuvres. Exactement. Il y a un de vos tableaux. Oui, il a acheté justement. Quelqu'un a acheté Gherdaya, c'est celui de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, il a pris mes coordonnées. Il m'a dit, Madame, quand je serai de retour à Alger, je viendrai vous voir. Est-ce que je peux avoir... Bon, on a une boîte, pas une boîte mail, un Facebook pour montrer mes œuvres et tout. Je l'ai fait que sur ma boîte seulement. Mais sinon, il m'a dit, voilà, quand je serai sur Alger, je viendrai acheter, parce que c'est du bon travail, c'est du travail fini, les couleurs, elles sont bien, même l'encadrement, il est... Durant le briefing, avant de joindre le plateau, dans le Houda, j'ai eu une discussion avec Madame Atiba. Cette richesse qu'on a sur tous les plans en Algérie, c'est vrai, on la met de côté, c'est toujours, elle est ignorée. Alors, mais là, c'est grâce à vous, Amina. Grâce aux médias, grâce à Canal Algérie. À vous, à Canal Algérie. La radio aussi. La radio, oui. Et c'est pour ça que je suis là, voilà. Je vous remercie. Et la femme algérienne, est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est là justement pour promouvoir toute cette richesse qu'on a à travers, que ce soit les arts plastiques, la chanson, le théâtre, l'écriture aussi? Oui. Elle est là, elle est présente? Toujours présente. Et... La preuve, vous êtes là. Merci. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, vraiment, qui vous intéresse? Eh bien, moi, à part la Casbah. À part la Casbah. Eh bien, à part la Casbah, je passe beaucoup plus de temps à faire mes peintures. Entouré de vos petits-enfants? Entouré de mes petits-enfants. Et ça va, ils mettent la main à la pâte, Oui, ils veulent faire de la peinture. Alors quand ils voient mamie en train de... ils m'appellent Aïe. Quand ils me voient en train de faire de la peinture, là, leur maman, elle leur prépare des petits cahiers, et puis là, ils sont en train de colorier, et puis... Voilà. Oui. Le Torah, le patrimoine, la culture, ils sont présents dans la vie de Madame. D'ailleurs, Aïe. Oui. Mon petit-fils, il m'appelle Aïe. Il va avoir bientôt 3 ans. Et ben, c'est beau, hein. Il y a des jeunes lions, mais moi je trouve ça vraiment pas beau. C'est pas très... Je préfère Mima, c'est exactement, Mima aussi. On a grandi par Aïe. Donc, tout est lié. شوفي نور كل حاجة عندها علاقة. Bon, parce que الجوز juste يقول لك يا حسيت روحي كبير شوية شلاغم يقول لك أني راجلة يترجل. Mais c'est beau, Aïe, c'est très beau. Et la femme aussi était présente dans vos œuvres. La femme. Oui, elle est présente aussi dans vos tableaux. Hein? Oui. Vous donnez beaucoup d'importance à la femme. Dernièrement, j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un tableau technique d'une parente à moi. Elle m'a demandé un tableau à faire. Je lui ai dit, tu veux la Casbah? Elle m'a dit, non, pas la Casbah, pas le Hadouk Tahaddin. Non, je veux quelque chose. J'ai envie d'offrir à ma nièce un tableau d'une danseuse. Comment on appelle ça? Un rat un rat. Une danseuse d'opéra. Voilà. Alors, je lui ai fait ça. Parce que tu ne fais pas des tableaux de femmes. La plupart du temps, tu es plongé sur Alger, l'Algérie. Alors, voilà. Et la danseuse, elle était toujours présente dans nos fêtes. Oui. Et alors, je lui ai offert, elle était toute heureuse. Elle m'a dit vraiment, c'est un travail bien fini, parfait et tout. C'est ce qu'elle voulait, sa nièce et tout. Et puis voilà.
Très bien. Et je crois que vous avez vous préparez en ce moment une exposition pour bientôt. Je suis en train de préparer. Si on m'appelle pour une exposition, je suis présente. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, j'attends, pourquoi pas. Elle a aussi une grande envie d'exposer au ministère de la Culture. De la Culture, oui. Voilà. Inch'Allah, pourquoi pas. Surtout que notre ministre aussi, Madame Bendouda, qui est une passionnée d'art, de culture, on espère vous voir très prochainement. Agriculture qui donne aussi une grande importance à ce domaine. Agriculture, c'est à l'Horacie, c'est ça. Voilà, ils exposent à l'Horacie. Et pourquoi pas. Et je crois que la femme n'est pas très présente dans la vie quotidienne. Non, pas quotidienne, elle est présente, mais dans le domaine des arts plastiques. Bon, quand on parle des arts plastiques en Algérie, quand même, on pense carrément à Beya, Allah yahmha. Mais il y a quand même une nouvelle génération, contemporaine, une nouvelle génération effectivement qui font un travail fabuleux. D'ailleurs, on les reçoit dans notre oui, moi plateau, aussi je les reçois, mais pourvu que ça dure. Exactement. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Et Aïchek, merci beaucoup. Moi, j'étais très contente de revoir mon amie c'est réciproque, notre artiste. Et on espère la voir à travers des expositions, à travers tout le territoire national. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup. Amina, comme à chaque fois, Madame, merci beaucoup. C'est un plaisir. On vous souhaite une très belle continuation. Bravo pour ce travail que vous faites. C'est très raffiné, effectivement. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Demain, Inch'Allah, vous retrouverez notre ami Amal Almi pour une émission spéciale dédiée au 64e anniversaire donc, du déclenchement, 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, donc le 5 juillet 1962. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.